Mom, I just want an Oscar! This is a beacon of hope and possibilities. To all of the people who have supported the genre movies that I have made for all these years, we just won an Oscar together! Y a pas à dire, joli radia aux Oscars pour Everything Everywhere All at Once. Est-ce qu'on l'a vu venir? Oui, sinon on n'aurait pas préparé cette vidéo depuis tout ce temps. Est-ce qu'on est content? Pareil. Est-ce que les résultats des Oscars c'est si intéressant que ça? C'est pas le sujet. Non, le sujet c'est qu'il y a quelque chose qui se joue dans Everything Everywhere All at Once. Quelque chose sur lequel il n'est pas facile de poser des mots. C'est pourtant ce qu'on va essayer de faire, et ça tombe bien parce qu'il en existe des mots pour ça. Et même un particulièrement. Ce petit quelque chose, cet ingrédient secret, il est assez difficile à saisir donc, et pourtant il est bien là, à chacune des 24 images de chaque seconde du film. Un petit quelque chose qui pourrait paraître rien, mais qui fait pour ainsi dire tout. Partout, en même temps. Pire, on en trouve des signaux faibles à droite à gauche dans l'esprit de l'époque, le zeitgeist de la culture populaire. Alors, sans jouer les Nostradamus, on peut imaginer qu'il va définir de plus en plus notre culture commune dans les années à venir. Ou en tout cas, on peut l'espérer. Bon, on va pas trop divulgacher d'éléments majeurs de l'intrigue, mais on va montrer pas mal d'images, donc si vous voulez garder un œil frais dessus, comme d'hab, c'est toujours mieux de le voir avant. C'est parti. Everything Everywhere All at Once, bordel qu'est-ce que c'est long à dire, soit littéralement tout, partout, en même temps, est sorti en 2022, pas du tout partout en même temps, puisqu'il a fallu attendre 6 mois pour pouvoir le mater sur grand écran par chez nous, alors qu'il était déjà disponible un peu partout et que le reste du monde en parlait, mais bref. Et c'est pas peu dire qu'il a rencontré son petit succès sur un peu tous les aspects en même temps. Donc avec 7 Oscars, sans compter la pelletée d'autres prix précédents. Un succès plus largement critique, malgré certaines réactions mitigées, voire très défavorables, de la part d'une partie de la presse ciné, manifestement pas du tout embarquée par cet enthousiasme, pour des raisons qu'il va être intéressant de regarder. Succès critique qu'on retrouve dans l'accueil public, car même si on oppose souvent les deux, les spectateurs aussi émettent des discours critiques qui ne se résument pas à l'affluence en salle. Bah oui, évidemment, des tonnes de gens vont toujours voir le dernier Marvel, beaucoup plus que de gens allant voir ce genre de film indé, sans pour autant que la réception publique soit bonne, voire qu'un peu tout le monde s'accorde pour dire que c'était un peu de la merde. Ceci dit, Everything a aussi connu un succès commercial à son niveau. Il a plus que quadruplé sa mise de départ honnête mais modeste de 25 millions, devenant la plus grosse réussite du fameux studio A24, chouchou du cinoche indé branchouille que tant de gens se paluchent dessus au point que ça agace un peu les autres. En même temps, leurs films, ils sont bien quoi. I disagree. Mais bon, vous savez, c'est la mode de définir son identité en étant un fan ou un hater de tel ou tel truc, je vous laisse vous démerder avec ça. Please, that will not be necessary. Succès commercial donc, sans nul doute lié à ce bouche à oreille enthousiaste. Il faut dire qu'Everything a provoqué autour de lui une effervescence certaine de discussions, d'analyses, de mèmes, de déclarations d'amour, voire d'obsession, notamment venant de la nouvelle génération, accédant très vite à un indéniable statut culte. This is the greatest movie ever made. Un succès culturel. What the actual F? Oh, it's so good, that one line. Come up with commentary for that. I'm sure I'll conjure up something later. Because I'm Ange and I can talk forever. But that was so good. Bref, il s'est manifestement passé quelque chose autour de ce film. Quand je vois qu'un film comme Everything Everywhere All at Once impacte à ce point la génération de mes enfants et qu'ils le chérissent de la même manière que j'ai chéri le lauréat quand j'avais leur âge, j'adore ça. J'aime que les gens puissent être passionnés par un film qui leur parle personnellement, même si la génération plus âgée ne le comprend pas. Ce film est devenu un point de repère pour une génération qui pourra dire pour toujours « c'était l'emblème de mon époque ». Je pense que ça s'est passé de la même manière dans les années 90, avec les films de Tarantino ou avec Trainspotting. On a eu l'impression d'une énorme injection d'énergie nouvelle dans le cinéma.
Everything partit pour devenir carrément un film générationnel, qui va donc rester, parcourir des chemins et tenir la distance jusqu'à définir pour l'avenir la culture pop d'une génération. Génération qu'on entend ici à un sens large, plus jeune que la mienne, qui elle a grandi dans les années 90 et qui a ses propres marqueurs. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux, on n'a pas de but ni de vraie place. D'ailleurs, avant que nos darons mexicains adorés ne mentionnent ce qu'en disaient leurs gamins, j'ai été moi-même largement passé à côté de cet impact chez les plus jeunes qui ont leur propre sphère, leur propre réseau et références, leur propre culture, et quand bien même j'avais moi-même adoré le film. Les réalisateurs d'Everything ont le même âge que moi, ça saute aux yeux quand on voit les influences et références de leurs films. I asked the Daniels, where did this craziness come from? Dan Kwan watched a double feature of Fight Club and The Matrix and got inspired. Il a bien fallu qu'ils grandissent dans un bain culturel avant que ce soit leur tour de contribuer à créer les imaginaires du moment. Les Daniels, comme on les appelle, ne sont pas du tout frères, ils se prénomment juste tous deux Daniel, respectivement. I'm Daniel Kwan. I'm Daniel Shiner. Oh, je suis Antoine Daniel. On baise? Comme beaucoup de réals actuels, ils nous viennent du clip, domaine dans lequel, c'est là qu'il y a du pognon déjà, et où se rôdent beaucoup d'artistes, s'expérimentent beaucoup de formes, se testent beaucoup de techniques. On peut penser ce qu'on veut des esthétiques dites clipesques ou des mises en scène MTV qui ont ainsi envahi le cinoche, mais on ne peut nier le rôle de recherche et développement de l'industrie du clip. Et cette origine, on la sent bien chez les Daniels. Suite à quoi, leur arrivée dans le game du long métrage avec Swiss Army Man les a instantanément transformés en petits chéris du cinéma indé tip-top branché, jusqu'à recevoir le prix du meilleur film indé tip-top branché à Sundance, le festival officiel du film indé tip-top branché. For me, it's all risk. All of these independent filmmakers, every editor, every actor is risking something when they make art and they present it to the world. Avant de transformer l'essai dès le suivant. La patte est déjà assez reconnaissable, même si on est passé d'un road trip de survie avec un cadavre qui pète à Everything Everywhere qui est... Bon, c'est quoi Everything Everywhere All at Once ? Sans trop en divulgacher, on suit Evelyn, immigrée chinoise qui tient une laverie aux États-Unis dans ses déboires familiaux, économiques, personnels, etc. Quand tout à coup... À partir de là, on passe dans une histoire de multivers à sauver et vous voyez le truc. On est typiquement dans un gros mélange des genres. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le film cherche pas du tout à cacher ses influences derrière son petit doigt. Do you mean Ratatouille? Ratatouille? I like that movie! No. À Matrix et Terminator, il reprend carrément certains dispositifs centraux. Yeah, Mikey, I think he likes it. How about some more? Hell yes. Il y a deux emprunts moins célèbres, mais qui me paraissent évidents jusque dans les thématiques, mais je les garde pour plus tard. Ce que je veux dire avec ça, c'est que ces modèles transpirent sans complexe du film, sans pour autant que ça permette de le définir précisément. Come with me if you want to live. Même là, la façon de les mobiliser, de les mélanger, de les traiter, de les faire interagir entre eux, fait qu'on ne peut pas résumer Everything à « c'est Matrix mais en rigolo », sans évacuer beaucoup de ce qu'il est. Ce mash-up produit au contraire quelque chose de nouveau, d'unique, comme exactement ce qu'avait fait Matrix en son temps avec un pot pourri un peu différent. Clairement, il y a un gros côté film de geek. T'as qu'à voir le casting, franchement. Pour n'importe qui, un tant soit peu fan de cinoche hongkongais, Michelle Yeoh dans le rôle titre de ton film, c'est le rêve d'une vie. Évidemment, il y a l'envie de lui faire des bagarres, mais là, il y a aussi la volonté de mobiliser son talent pour un personnage un peu différent de ce que le public, surtout états-unien, l'a vu faire depuis Tigre et Dragon. Tout comme, j'imagine, le kiff pour deux réals dans leur trentaine de diriger des légendes comme Jamie Lee Curtis, mais dans un contre-emploi assez clair. Mais même Waymond, pour eux, à la base, c'est sûrement Data des Goonies et 2001 dans Indiana Jones. Mais il se trouve que c'est aussi un cascadeur et artiste martial hyper fort, dont le film utilise tous les talents à leur plein potentiel, au lieu de se faire juste un kiff je veux le type de mon film de quand j'étais petit. What was interesting was I could not get a single job. Not one callback. Nobody wanted me. Et là,
comme une évidence. Qui d'autre avait en lui le combo de choupitude et de brute de baston nécessaire à nous donner Waymond? To all those at home who are watching, who are struggling and waiting to be seen, please keep on going because the spotlight will one day find you. And honestly, you know, ever since I got back into acting, this has been such an emotional journey. You know, I've cried so much where my wife is so sick of me crying. I thought everybody had forgotten about me. But since the movie came out, you know, there's been so much positivity and so much kindness. So thank you so much. Thank you. Et ce qu'on va aussi vite voir, c'est que le fait de faire incarner le personnage par Michelle Yeoh, ça apporte un vrai sens méta au film. Mais bon, sorti des influences qui te balancent à la gueule, le film est très clairement à la fois une comédie et un drame, une comédie dramatique donc, genre qui exige de base un certain jeu d'équilibriste entre les tons, mais bon, ça c'est classique. Concrètement, c'est aussi un gros film d'action. C'est la colonne vertébrale du truc, il y en a vraiment constamment. Voire un film de kung-fu comme on dit, même si souvent c'est pas vraiment 100% du kung-fu, hein. Il y a beaucoup de taekwondo et d'autres variantes typiques cinéma, mais vous voyez ce que je veux dire par là. Il y a largement autant de scènes de ce genre que dans d'autres films purement étiquetés bagarre, boxe, pied-point. C'est de la SF aussi, hein, le multivers, tout ça. Il y a un aspect romance, un aspect social, et on pourrait même se toucher en cercle, comme quoi c'est une fable, un conte philosophique, parce que c'est vrai. Alors oui, très bien, mélange des genres, tout ça, des références pop culture, vraiment le truc le moins original pour notre époque. Mais c'est bien là où il y a un twist. Vous savez, quand dans les critiques on sort des formules un peu toutes faites du style on passe du rire aux larmes... Et je dirais même, au risque d'être pédant, je trouve ça bouleversant. Oui. Et ben là c'est le cas dans un sens bien particulier. On n'est pas face à un film où on aurait alternativement des scènes comiques et des scènes touchantes dans des proportions différentes selon le ton général. Ou encore avec des blagues pour atténuer les scènes dramatiques. Et des petites conclusions émouvantes à l'issue des séquences rigodrôles. Dans ce bien nommé Everything Everywhere All at Once, on a souvent tout, partout, en même temps. C'est pas du tout une première, hein, mais là ça commence à devenir un état d'esprit général. C'est l'esprit commun avec leur Swiss Army Man, avec le côté comédie dramatique farfelue, et puis les blagues de trucs dans le cul. Vous commencez peut-être à voir en quoi tout ça se démarque de la tendance générale dans la pop culture, avec ce truc là de désamorcer toutes les émotions ou foutre des clins d'œil méta qui te font prendre de la distance avec le film. Encore un gars qu'on connaît pas, super. Salut. Here I come. Oh, here I come. Oh. Tendance lourde, hyper lourde même si vous voulez mon avis, à avoir peur d'assumer sincèrement son propre délire. Non, c'est pas une simple histoire de mentalité de l'époque. L'industrie du divertissement est actuellement dominée par des corporations obsédées par la limitation de la prise de risque, à l'image des fonds d'investissement qui les possèdent. Alors, c'est quoi leur secret? Comment ils arrivent à ça? Eh ben en faisant l'inverse justement. Les Daniels prennent le parti d'assumer, vous commencez à le voir venir, répétez après moi, tout, partout, en même temps. Et y compris les trucs les plus difficiles à assumer, hein. Les idées les plus sincères comme les plus concons bénéficient du même soin que tout le reste. On n'est pas sur un mode ayatollah du fun façon allez on s'en fout, c'est trop marrant, si je débile un MDR, comme dans une escroquerie d'un art volontaire. They say lightning never strikes twice. Ah f*** it, who are we kidding? Let's go kill some sharks! Tenez, je parlais du côté film de kung-fu. Bah, c'est premier degré des super scènes d'action. Alors qu'ils ont toutes les excuses de l'humour, du délire méta et un peu grotesque pour pas les prendre trop au sérieux. Par certains aspects, ça rappelle du Stephen Chow, avec le côté comédie d'arts martiaux un peu folle mais bien foutue, où ça portait mine de rien une vraie intrigue, de vraies thématiques. Mais là, on s'éloigne encore plus de la parodie. On peut aussi repenser à la démarche d'Edgar Wright. Réal très référentiel, très cinéphile et très geek, qui s'éloigne de plus en plus du pastiche à proprement parler pour explorer autre chose. Un signe de ça, c'est que ces délires, ils ont pris le soin de les justifier dans la diégèse.
Et pas sur la base de vas-y, c'est comme dans tel autre film que tu connais, voire de c'est un délire, on s'en fout. Comme c'était utile narrativement dans Predator que Schwarzenegger s'enduise debout, donc ce qui donnait ce côté sauvage et guerrier primal à la fin, mais il s'enduisait debout, aussi parce que ça avait une raison narrative, parce que le Predator ne le voyait pas comme ça. C'est tout con, mais c'est simplement relativement cohérent par rapport à la séquence. Tu vois ? Ça paraît con comme ça, mais ça rend le film beaucoup plus crédible de manière générale. On pourrait même considérer ça comme un héritage plus sous-jacent de Matrix, qui était déjà un gros melting pot qui se prenait bien au sérieux, un peu trop d'après certains même, hein. Du coup, ben voilà, maintenant vous avez des Marvel qui croient pas à leur propre film, hein. J'espère que vous êtes contents. Par exemple, le fait que Matrix soit ultra poseur, ce qui rend le film ultra cool, eh ben c'est justifié par le fait que dans la matrice, plus tu comprends que c'est pas la vraie vie, plus tu te libères de ses contraintes. You think that's air you're breathing now? Plus tu crois en ton avatar, plus t'es fort. De la même manière, plus tu crois en ton film, plus il sera fort, même quand t'en fais des caisses dans ton délire. L'inverse de cette espèce d'écriture à la mode où il faut toujours qu'un personnage commente en complicité avec le spectateur en te mettant des bons gros coups de coude. Est-ce qu'il vient d'attraper une roquette? Il a attrapé une roquette. Ah mais j'avais complètement oublié de te dire. Ferme ta gueule. Typiquement, l'exemple qui me vient tout le temps en tête à ce niveau-là, c'est une scène où Bim, il arrête une moto, il la prend par la roue avant, il donne un grand coup de moto à un colon britannique, et à chaque fois que je repense à cette scène, je me dis, dans un film, genre Fast and Furious ou un truc comme ça, t'aurais un comic relief qui apparaîtrait pour dire « J'ai rêvé où il vient de donner un coup de moto à ce mec !» Pour moi, la commenter, c'est genre t'y crois pas. T'y crois pas ou alors t'as peur que le spectateur n'y croit pas. Résultat, l'humour ne vient pas désamorcer l'émotion ou l'action ou n'importe quoi, il vient les renforcer. Relation qui fonctionne réciproquement dans tous les sens. L'action est d'autant plus forte qu'elle a des enjeux émotionnels, tandis que les émotions sont d'autant plus fortes qu'elles sont incarnées par le souffle épique de l'action. Les blagues, elles, sont d'autant plus drôles qu'elles sont émouvantes, les émotions d'autant plus sincères qu'on a bien rigolé. Dans les deux cas, on ne sait pas à quoi s'attendre à chaque tournant, on vient nous cueillir. Même chose pour ce côté méta, très référentiel. Sauf que c'est pas juste pour vous agiter vos doudous sous les yeux, comme beaucoup de trucs pour geekos de ces dernières années, de manière totalement déconnectée, en jouant sur la nostalgie et les références pop, plutôt qu'essayer de reproduire ce que faisaient ces références à la base. Alors attention, hein, j'aime bien les gardiens en plus, hein, non mais... Je précise, hein, parce que j'ai l'habitude des commentaires, les gens partent en mode « Ah bon? Ah bon? Mais alors t'aimes pas? Et ça tu aimes? Je veux savoir tes goûts, c'est très important pour ma vie, je me définis que par les produits culturels que je consomme !» Sit down. Pardon, fallait que ça sorte. Je trouve même que Gunn, c'est encore un de ceux dans ce tas-là qui essaye d'assumer un peu de sérieux et d'émotion. Il essaie, mais dans un contexte culturel plus général, où c'est ça la tendance. Et c'est de cette tendance dont je parle. En gros, Deadpool, c'est cool, mais si tout devient Deadpool, là c'est moins cool. Your entrances are bullshit. Ferme ta gueule. Les références, on peut les recycler pour autre chose que le clin d'œil complice superficiel, pour les faire parler à notre place. Ici, les emprunts gardent un sens, le sens qu'ils savent si bien véhiculer à la base, mais aussi un sens nouveau. Ils servent à dire autre chose. C'est assez évident qu'Everything ne raconte absolument pas la même chose que Matrix ou Terminator. Et le public n'a même pas besoin d'avoir ses refs. Here's what you need to know before you see Cocaine Bear. Nothing. You don't need to read a comic book from 1978. The bear wasn't introduced at the end of the Eternals. If you've ever heard the words cocaine or bear before, you're completely up to speed. Don't come to this movie for a pop quiz, okay? Tenez, quand une séquence nous fait un truc un peu à la Wong Kar-wai, eh ben, t'as pas besoin de reconnaître l'origine. On est les deux pieds dans le pastiche pourtant, hein, mais ça a un sens autonome. Ça reproduit une forme pour ce qu'elle sait faire de mieux, pour l'ambiance et les émotions qu'elle dégage. C'est un peu drôle parce que ça a un petit côté parodique, surtout pour les initiés, tout en assumant l'émotion premier degré de ce qui est parodié. Et encore une fois, même le recours à des références esthétiques autres est justifié dans la diégèse des multivers. Tenez, on peut résumer tout ça avec un seul truc tout con. Très con même à la base. Qui divulgâche rien des gros éléments de l'histoire.
Il y a une scène à un moment où, pour pouvoir être fort au kung-fu, ils doivent se foutre des trucs dans le cul. Et oui, je vous avais prévenu. Bon, c'est parfaitement débile, hein, et si, comme moi, vous avez su préserver non seulement l'enfant qui est en vous, mais aussi l'ado demeuré, vous êtes déjà client de base. La mécanique sur laquelle ça se fonde, c'est que les persos peuvent intégrer des compétences spécifiques. Exactement comme dans Matrix. Enfin, pas vraiment exactement. Là, multivers oblige, c'est justifié différemment. Ils doivent en quelque sorte se connecter à un univers parallèle où une autre version d'eux-mêmes possède ces compétences. Cette idée d'autre vie qu'on aurait pu vivre étant le cœur thématique du film. Donc déjà, c'est pas du tout gratuit comme mécanique, hein, c'est pas juste là pour justifier que des persos se mettent des trucs dans le cul, même si ils auraient tort de s'en priver. Alors pour faire ça, ils doivent faire des actions qui sont les plus improbables dans leur univers pour le faire glitcher, on va dire. Ce qui du coup fournit une excuse parfaite pour leur faire les trucs les plus débiles, comme dans cette scène. Là, encore une fois, on assume, on ne désamorce pas. Boum, boum, l'héroïne, comme le spectateur, comprennent direct. Le principe a été correctement exposé et crédibilisé avant. Il y a carrément un foreshadowing de l'objet, hein, via une vanne visuelle, en apparence anecdotique, sur le fait que ça ressemble quand même vachement à un plug, hein. Vanne qui elle-même n'est soulignée par personne. Ça va, on a vu, on a compris, on n'est pas débile. Enfin, moi si, parce que ça me fait pouffer, mais enfin, vous voyez quoi. Il y a un plug anal de Tchekhov. Et comme c'est fait, entre guillemets, avec sérieux, ça nous met pas à distance de la scène. Bon, enfin, ça dépend des gens, il y en a pour qui ça c'est un petit peu trop, mais ça aide quand même clairement à la suspension d'incrédulité. Et ils ont bien compris le potentiel de mise en scène de ces idées loufoques. Au-delà de la blague, ça amène des possibilités formelles et un vrai petit enjeu à l'action. Avec du suspense, des rebondissements et tout. Et en plus, le timing comique est hyper drôle. Dans ce qui est, on y revient, une excellente scène de kung-fu. Alors, ça paraît giga con, hein, cet exemple, parce que c'est le cas. Mais c'est pile le sujet, justement. Même dans ce petit truc giga con, il y a l'esprit de tout le film. Et l'esprit de tout le film est dans tous ces petits trucs à la con. Swiss Army Man, c'était exactement pareil. Une idée même débilos, voire carrément de mauvais goût, mais bien faite, très drôle, qui amène des partis pris esthétiques chouettes et peut même procurer des émotions fortes. Dans le fond, le film raconte des choses extrêmement tristes avec humour, sans que l'humour vienne les rendre moins tristes. You're broken and empty and dirty and smelly and useless and old. You're like trash, right? Shut up! Bien au contraire. I'm sorry, Hank. I'm just saying the things in my head. Humour lui-même teinté de tristesse, voire de noirceur. Un humour triste et crade dans lequel on ira aussi trouver de la beauté. C'est-à-dire que, dans la même scène, une même idée débile peut devenir un chouette concept de mise en scène, incarner une thématique de manière très juste et se transformer en idée bouleversante. Tout en restant rigobette. Bon voilà, normalement là, vous avez un peu compris le principe. Maintenant, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait un terme pour ça. Terme que j'aime pas beaucoup, hein, je préfère être honnête, mais dont le concept me paraît pourtant être une clé pour comprendre ce qui se passe là, dans le film, mais aussi autour du film, culturellement. Méta moderne. The fuck you talking about? Alors, c'est quoi encore que ces conneries? Déjà, pourquoi je suis pas fan de ce terme? Pour être honnête, c'est un truc utilisé dans des domaines académiques un peu obscurs et éloignés des sujets qu'on aborde. Ça a beaucoup été revendiqué via carrément un manifeste métamoderne pour des trucs de performance artistique, happening, tout ça, qui est un domaine que je connais mal, qui m'intéresse, on va dire, moyennement, par des gens qui m'intéressent encore moins. Wow! Ok, it's you! Plus important, le terme méta, qui signifie au-delà, qui dépasse, crée une confusion à cause de son usage courant. Vous savez, genre un film méta, c'est-à-dire un film qui sait qu'il est un film, qui fait consciemment référence à lui-même ou à d'autres films. Oh, hello! I know, right? Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? I can't tell you, but it does rhyme with pulverine. Alors que c'est pile un des trucs qu'on essaie de dépasser, justement.
Pourquoi ils appellent ça comme ça? C'est quoi l'idée derrière? En fait, ça se construit vis-à-vis des idées de modernisme et de postmodernisme. Attention, c'est vraiment des gros mots, hein. Faut bien comprendre que c'est des concepts très discutés depuis très longtemps, très débattus par des gens beaucoup plus savants que moi, qui s'appliquent à des tonnes de domaines différents et ont plein de complexité. Pire, c'est des mots qui prennent plein de sens différents et parfois contradictoires, en plus d'être instrumentalisés à tort et à travers, notamment à des fins politiques, au point de vouloir tout dire et donc rien dire. It's not a rhetorical question for politely saying you are an idiot, you don't know what you're talking about. It's simply... Et d'ailleurs, hein, à cause de cette instrumentalisation politique de ces termes, on va penser souvent que postmoderne, ça veut dire vaguement les trucs déconstruits. Alors oui, mais pas que, parce qu'il n'y a pas plus postmoderne que par exemple Tarantino, ou South Park, ou la génération MTV. Je dirais même, qu'est-ce qu'il y a de plus postmoderne que le petit troll nihiliste d'internet qui croit un peu en rien et qui est juste là pour se foutre de tout. Je vais donc m'en tenir à ce dont on a besoin pour voir l'intérêt de cette histoire de métamodernisme. Le principe, c'est de considérer la modernité comme un moment culturel, disons, que ce soit dans l'art, la science, la philo, un peu ce que vous voulez en fait, un moment d'effervescence associé à l'industrialisation qui voulait dépoussiérer les vieux carcans de l'ancien monde et caractérisé par une passion pour la nouveauté, une foi dans le progrès et une croyance en de grandes idées. Post-moderne, c'est après le moderne, hein. Bravo, oui, je sais, j'ai eu 11 en latin au bac. Ça correspond par opposition à une période de désenchantement et de désillusion d'après-guerre, comme on en a déjà parlé pour le post-apo dans notre chronique sur l'humain, et sur laquelle on reviendra ici dans un essai à venir sur le cyberpunk, donc abonnez-vous! Pour résumer encore plus le schéma, là où la modernité se caractérise par une sincérité, une naïveté même, hein, selon comment on le voit, la postmodernité se construit sur la désillusion, la déconstruction, une prise de distance, l'ironie, voire une forme de cynisme. On montre les ficelles pour les questionner ou pour montrer qu'on n'est pas dupe. D'où le côté toujours plus méta, une culture plus consciente d'elle-même, qui parle plus d'elle-même, ce qui tend aux commentaires, aux référentiels, à la parodie. D'où la domination des reboots et autres relances nostalgiques. Le principe même de l'univers partagé, où les œuvres se renvoient les unes aux autres, se commentent les unes les autres, Loki, look who it is! N'en finissent plus de s'annoncer les unes les autres dans une boucle sans fin. Lady Sif can help! Somebody help! Un mode de production totalement adapté au capitalisme du divertissement qui se repose sur lui. Et l'étape suivante de cette séquence, son stade suprême, son endgame après endgame, c'est en toute logique. There is not one universe. There are many. A multiverse. Oh. You are? Yeah. I'm Batman. Le multivers permet d'étendre l'univers partagé en des univers partagés. Il permet d'invoquer encore plus d'œuvres différentes, de faire de la nostalgie sur des trucs d'il y a 5 ans. Désolé. Non, c'est rien. Maintenant qu'on commence à être à court de vieux trucs à ressusciter. Le summum de l'univers qui a encore moins besoin de se justifier, encore moins besoin de se rendre crédible, de l'univers superficiel. Il n'y a même plus besoin d'assumer les conséquences, puisque tout se passe dans des dimensions différentes et que l'univers peut être réécrit à loisir. C'est là où on voit qu'Endgame était vraiment le chaînon manquant qui annonçait le passage d'une tendance à la nouvelle qui en essaie. Tiens d'ailleurs c'est marrant qui on retrouve à la prod d'Everything. Hi, I'm Anthony Russo. And I'm Joe Russo. Qui eux sont frères, hein. Ils se prénomment pas tous les deux Russo. Let's conjure up an old Marvel film. Ces films de multivers eux-mêmes n'ont pas vraiment besoin d'autres arguments pour exister que celui, marketing, de vous redonner une dose de vos doudous reconnaissables, l'équivalent cinéma d'une étagère de Funko Pop. En plus d'être un excellent moyen d'optimiser la rentabilité de trucs déjà produits. Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? Mais la logique de multivers répond aussi aux limites atteintes par celle des univers partagés.
Elle permet de libérer les œuvres du carcan de la continuité façon série télé et d'explorer plus de choses. Les expérimentations, de moins en moins présentes dans la formule bien calibrée d'alors, peut faire son retour, ce qui était une des raisons de la réussite d'un des seuls bons films de cette mouvance. On pourrait presque dire qu'on a d'un côté le premier degré et de l'autre le second degré. Okay, let's pro-con this superhero thing. So the postmodern project is a project of critique. The postmodern mind says, even if I look at this human being that you're telling me is at the center of the universe, even if I look at it with the very methods you're telling me to look at it with the methods of science, there's not a shred of rationality there. The person is steered by the language structures they're part of, the culture they're a part of, the context they're in, the narratives. And these are usually invisible to us. So there's a resistance, but where does the postmodern critique lead? You kind of lose direction, and you develop a kind of irony, a kind of distancing from the sincerity of the modern project. The postmodern mind says, I don't want to be the sucker. I don't want to be at the short end of the stick. I don't want to be fooled by some structure or power relation. And all of this then leaves out the belief in progress, the sincerity that was there in the modern project. We don't have anywhere to go. Enter Metamodern Valley. En parlant d'ironie, ici il n'y a jamais de sponsor, grâce aux contributions indépendantes du Partip qui vous épargne ça et qui me l'épargne du même coup. Ce serait pas très sincère justement. D'ailleurs, vous noterez que les collègues font souvent ça avec une forme d'ironie, qui rend le truc un peu détaché. Le seul partenariat qu'on a accepté, c'était pour un syndicat, et ça a donné une vidéo dont on n'est pas peu fier, parce que ça avait du sens. Et ben avec Situation, c'est la même. Le détournement, c'est bien marrant, mais faut savoir qu'il a été investi comme une démarche profondément politique, qui sabote les formes culturelles dominantes pour en dévoiler les mécanismes, et du coup, bien en rigoler. En tout cas, c'était ce que pensaient Guy Debord et les situationnistes, et c'est dans cette tradition que s'inscrivent la dialectique peut-elle casser des briques ou le fameux grand détournement. Tu me rappelles Georges politiquement. Et bien sûr, comme son nom l'indique, la future BD Situation. Oh, that's why they call it that. Est-ce que vous connaissez Tiens Tiens? Il y a des chances que vous ayez déjà vu passer ces dessins, surtout si vous aimez l'humour plein de rêves culture pop et de satire politique. Ces détournements réalisés avec Maxime Morin, derrière un autre compte parodique qui détourne les WikiHow, vous allez pouvoir les retrouver dans une bonne vieille version papier sous le nom de Situation. Mais il y a un twist encore plus méta. Ils vont y détourner leur propre taf à travers deux personnes mystérieuses qui vont commenter les strips, mais qui sait, pourraient bien devenir elles-mêmes les personnages principaux du livre dans une méta-enquête aux confins de la ref. Déjà, on valide la démarche artistique, bien sûr, mais aussi, vous savez qu'on y tient, les conditions de production, puisque chez l'éditeur Bande Détournée, la majorité des fonds du crowdfunding vont aux auteurs. Vous avez évidemment des contreparties, à commencer par le livre lui-même, en fait, prenez ça comme une précommande, et encore mieux. En indiquant en note de votre commande sur Ulule Bolchegeek hégémonique, ils vous enverront un exemplaire rendu absolument unique par le fait que j'en aurais personnellement vandalisé une page au pif. C'est pas une blague, prenez ça comme un genre de code promo. Le lien, on vous le met en description, et attention, ça se termine le 19 avril, donc loupez pas le coche. Qu'est-ce que je disais? Donc qu'est-ce que propose l'idée de métamoderne pour dépasser ça? Eh ben, c'est un retour à la sincérité, ou plutôt une nouvelle sincérité. Parce que si on en a plein le cul de la distance ironique, qu'on aimerait revoir un peu de premier degré et de nouveauté, alors pourquoi pas tout simplement un retour à la modernité? Eh ben, précisément parce que la désillusion est une voie sans retour. Le désenchantement du monde a un genre d'effet de cliquet. On est, pour ainsi dire, vacciné. On peut avoir parfois envie de naïveté, mais on n'est plus naïf. Une fois vu, on ne peut dévoir, comme on dit. D'où l'idée centrale qui me paraît très forte dans cette histoire de méta moderne. L'oscillation. Play the long face, Tiger. Pas une alternance entre sincérité et ironie, mais une oscillation constante, au sens presque, désolé, quantique. Quelque chose qui est à la fois sincère et ironique. Qui est, encore une fois promis après j'arrête, tout, partout, en même temps. Bon, tous ces grands termes, en fait, on pourrait les résumer un peu ainsi. La modernité disait « raconte-moi des histoires », la postmodernité « je sais que tu me racontes des histoires », et la métamodernité ajoute « raconte-les-moi quand même ». Et ça, vous sentez bien comment c'est au-delà des grands mots, des grandes théories. C'est quelque chose que vous pouvez ressentir, désirer.
Et un des premiers exemples que j'avais vu pour illustrer ça, c'était, tiens, une histoire de multivers. Glenn, this is a court order. It says you can't eat shit anymore. All right, Jerry, when you're right, you're right. Now I'm hooked. Et cette fois, elle vient pas d'un gros film culte, mais je peux pas croire que ça a pas inspiré d'une certaine façon Everything Everywhere, tellement le dispositif, mais aussi le propos qui en ressort sont similaires. Superficiellement, Rick et Morty a l'air d'un truc typiquement postmoderne. Le duo de base est un clin d'œil cynique à Retour vers le futur, et ça a un côté très parodique, très humour noir, parfois même nihiliste en apparence. I had to make a bomb, Morty. I had to create a bomb. What? A bomb? I'm gonna drop it down there. Just get a whole fresh start. Et pourtant, c'est aussi une série qui assume simultanément une grande part de sincérité. Et c'est le fait qu'elle arrive à être les deux en même temps qui en fait un si bel exemple de métamodernité. Surtout dans l'épisode en question. Now who wants to watch random, crazy TV shows from different dimensions, and then who wants to narcissistically obsess about their alternate selves? I want to obsess about myself. Pour la faire courte, ici, les persos ont affaire à une technologie qui permet de mater la télé d'une infinité d'univers parallèles. Ce qui donne lieu à une tripotée de sketchs parodiques ou simplement débiles, carrément improvisés par les auteurs. Yeah, it's got an almost improvisational tone. Pourtant, c'est précisément cette idée un peu débile qui permet beaucoup d'autres choses qu'ils sont beaucoup moins. Well, you should select a different timeline. I mean, if your father and I achieved our dreams, there's a chance you weren't even born. That came out wrong. That came out very wrong. Tout ça pour aboutir à une des répliques les plus métamodernes qui soit. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV. Alors là, je sais ce que vous vous dites. Non, c'est hyper nihiliste comme réplique. C'est vraiment, on s'en bat les couilles de tout, on va regarder MTV. Mais pas du tout, c'est pas ce qui se passe. You doing okay? Parce que s'il dit ça, c'est pour redonner du sens à la vie de sa sœur, qui en manque cruellement. C'est une réplique extrêmement sincère. Ça prend de front une angoisse existentielle, ça reconnaît l'absurdité du monde, mais pour mieux lui redonner du sens. Ce qui est un concept qui a rien de nouveau, surtout en philo, mais qui trouve là une autre expression artistique, plus neuve, qui touche aux tripes, à des affects qui sont dans l'air du temps. J'imagine Sisyphe revenant vers son rocher, et la douleur était au début. L'immense détresse est trop lourde à porter, mais les vérités écrasantes périssent d'être reconnues. Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient. Son rocher est sa chose. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est ni du développement personnel tout piné, ni du gros dooming. C'est à la fois une forme de détachement et une forme de naïveté. L'épisode prend le parti d'utiliser cette histoire de multivers pour incarner tous les échecs et les regrets des personnages confrontés à leurs autres vies potentielles, mais aussi pour montrer la beauté de la leur. Donc la seule qu'ils ont en réalité. Bon, vous voyez pourquoi j'ai du mal à croire qu'Everything soit pas inspiré par cet épisode spécifiquement, au moins autant que par Matrix ou Terminator. En plus d'autres points communs. So the hamsters live inside the rectums of those people? Ceci dit, il y a un truc, je pense, encore moins connu qui me saute aux yeux sans que je sache si ça a influencé Everything ou Rick et Morty. C'est Mr. Nobody, un film qui a presque exactement le même propos. Un film dans lequel le protagoniste a en mémoire toutes ses vies possibles, avec à chaque choix un embranchement et des univers parallèles. En même temps, si on réfléchit 2 secondes, si on veut jouer sur une oscillation, quoi de mieux que ce truc quantique des multivers ? Alors ça s'inscrit évidemment dans cette mode, même si là, déjà sur le plan formel, pas besoin d'effets porte-nawak de la réalité quantique pour amuser la galerie, non. Presque tout l'aspect multivers passe par le montage, le ratio d'images et des effets pratiques. Ces histoires ont un autre argument que commercial. Il y a un argument thématique. Elles ont compris ce que ce concept permettait d'exprimer comme idée, mais aussi comme sentiment. Elles prennent le truc le plus vertigineux pour parler de l'intime, là encore, dans une oscillation. Everything est un film en même temps infiniment petit et infiniment grand. Quoi de mieux pour parler, alors oui, de la vie, des regrets, des potentialités, mais aussi ici du burn-out, de la dépression, de la pression sociale, des conflits d'identité, générationnels, culturels, etc. Évidemment, on peut se contenter, comme certaines critiques, d'y voir juste la dimension délire loufoque postmoderne. C'est déjà pas mal en soi. Mais à mon avis, c'est dommage, parce qu'on manque ce que le film est aussi, en même temps. D'autant que je pense que c'est même un propos du film.
Parce qu'en réalité, il y a un perso qui pense que rien n'a de sens, qui se moque de tout, qui commente, qui désamorce. Et c'est justement quelque chose qu'elle doit dépasser pour retrouver un peu d'émotion vraie. Tout comme, en face, Evelyn doit apprendre un peu le détachement. Je pense que le fait que ce soit un duo de réalisateurs doit aider à ça, à ce dialogue constant, à cette dialectique, cette oscillation donc. Et à assumer, à faire confiance à ce qu'on veut dire, à ses émotions et aux blagues de trucs dans le cul. Quelque part, on a ici un excellent exemple du principe « le médium, c'est le message ». Le film est ce qu'il veut dire. On peut gloser sans s'étendre, comme je le fais là, sur la démarche, machin, métamoderne, blabla, mais au fond, c'est pourquoi tout ça ? C'est un film qui, du même geste, déconstruit totalement des fantasmes sur la vie, les relations humaines, la réussite, pour mieux glorifier les petites choses, les petites réussites, comme les échecs, pour héroïser le quotidien, le banal, les gens. Merde, je suis désolé, c'est fort ça. Tiens, c'est marrant parce que ça ressemble un peu au propos de Ratatouille, qui paraît juste être un clin d'œil à la con dans le film. Je sais, c'est juste un film. Mais c'est un bon film. C'est pas grand chose. Mais c'est pas rien. D'autant que c'est un film qui montre ça, que pas grand chose, c'est pas rien.